Vous êtes des gens merveilleux et merci que grâce à vous, on peut faire de telles journées. Bon, je dis maintenant, ça continue. Des crimes graves protégés par la loi. Maintenant, on va parler de la lobby de la téléphonie mobile. Une fois de plus, un conférencier allemand de renom attire notre attention sur cette technologie mortelle qui a été imposée sans égard pour les pertes. Elle a été imposée au mépris de toute protection des consommateurs. En tant que personne directement touchée par cette tragédie, j'ai été libérée de mon ignorance en 2008 lors de la première AZK. J'ai été délivrée de mes tourments après des centaines de nuits blanches causées justement par cette technologie dangereuse. Moi, je dis, veuillez diffuser les connaissances de notre prochain intervenant aux quatre coins du monde, car tôt ou tard, cela touchera tout le monde de près et d'un différent niveau. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons mettre fin à l'influence hautement criminelle et néfaste du lobby de la téléphonie mobile sur la politique, la législation et les médias. Quant à savoir quel homme précieux va maintenant nous éclairer sur les voies et l'ampleur inconcevable de ce crime, vous sera révélé par son parcours. Klaus Scheidsteger, né en 1954, fait partie de la première promotion de la filière journalisme de l'Université de Dortmund. Après un stage intégré à la Westdeutscher Rundfunk, WDR à Cologne, il part pour 4 ans en France en tant qu'auteur indépendant et produit en 1982 son premier documentaire Orange Mécanique dans les rouages de la violence. Un portrait de l'écrivain anglais Anthony Burgess. Dès le milieu des années 80, il fonde une agence de télévision dans sa ville natale d'Essen et produit des actualités, des reportages et des documentaires pour les chaînes publiques, ARD et ZDF, ainsi que pour RTL et Sat.1, en utilisant ses propres caméras et équipements de studio. Plus tard, la chaîne culturelle Arte s'y ajoute. Il lui fournit des portraits prêts à être diffusés en coproduction avec ARD, NDR, DR, MDR et ZDF. En 2006, il publie son premier reportage détaillé sur la téléphonie mobile, une production commandée par la chaîne publique française FR2. Portable en accusation. Le partenaire de coproduction allemand MDR, qui est membre de l'ARD, raccourcit le reportage sans concertation et le diffuse sous le titre « La guerre des portables » sans l'avoir annoncé au programme du matin. Le film de 50 minutes offre un aperçu de la bataille juridique menée par des patients atteints d'une tumeur au cerveau contre l'industrie de la téléphonie mobile aux États-Unis. 10 ans plus tard, il sort son premier film documentaire pour le cinéma intitulé « Thank You for Calling ». La téléphonie mobile peut nuire à votre santé, ainsi que le livre du même nom sur le sujet en 2018. Son dernier film, Le dilemme numérique, sort en mai 2024. Lors d'une avant-première au Parlement européen à Bruxelles, ce reportage fait sensation et est désormais disponible en ligne en 4 langues et dans des cinémas sélectionnés. Klaus Scheidsteger est l'initiateur d'une étude sur la téléphonie mobile qui, en tant que base de diverses procédures juridiques internationales, fait fureur dans les milieux scientifiques internationaux. Son sujet d'aujourd'hui, 30 ans de lobbying contre la recherche critique en matière de téléphonie mobile. C'est un honneur pour nous que vous êtes parmi nous. Maintenant, on va ouvrir bien grand nos oreilles. Je suis vraiment dans l'attente de tout ce que vous allez dire. Merci, merci. Oui, c'est très impressionnant ici. Merci pour l'invitation. Ça, il faudrait imiter ce que la famille Sasek a fait parce que c'est vraiment impressionnant ce que vous avez ici. Oui. Depuis 20 ans, je suis dans ce sujet de la téléphonie mobile et comme je suis un journaliste, un reporter de la télévision, alors je me suis dit, je vais apporter quelques éléments, divers films. D'abord, une petite introduction. C'est quoi le lobbyisme? J'ai compris dans mon recherche que ça part de la Maison Blanche de Washington jusqu'à Washington. Il y a un hôtel
à partir des années 50. Il y a des politiciens, des juristes et des gens très importants qui se réunissent là-bas. Et la lobby, elle est passée par le bar de l'hôtel. Et ils ont bu des gin tonic, 3, 4, et ils se sont entretenus sur l'influence, les manières de manipuler en vertu de pour l'industrie, positivement pour l'industrie. Et ça on l'a vu clairement, je l'ai vu clairement lorsque j'ai fait mes recherches par rapport au sujet de la téléphonie mobile. Donc je vais un peu aller dans le passé pour que je puisse un peu aiguiser vos sens. Il y a vraiment une évolution. Au début, ces engins-là, ils étaient très chers. Il n'y avait que des gens bien privilégiés qui pouvaient les utiliser. Aujourd'hui, ceux de 20 ans, ils ne se rappellent pas tout ça. Peut-être que papa, il avait un vieux modèle, mais plus tard, ça s'est développé dans un modèle qui sait tout faire, le smartphone. Elle a beaucoup de possibilités et ça a mis 30 ans dans son développement. Et parallèle, il y a aussi le lobbyisme a agi et il s'est investi pour cette nouvelle industrie. Alors j'ai vu ce monsieur-ci, ça c'est Larry King. Larry King, il avait un show dans les années 1980. On a montré son show et il avait bien sûr une influence. C'était une grande influence, c'était comparable avec Ivo Zazek, disons. Il était autour du monde connu et il avait des invités intéressants. Et un jour, début 93, il y a un homme de Floride qui est venu dans son émission. Il a dit que sa femme était décédée d'une tumeur au cerveau et qu'il attribuait cela à l'utilisation fréquente de son téléphone portable. Là où elle tenait toujours son portable, la tumeur a commencé à grandir. Et moi, je fais une plainte contre Motorola. Motorola, c'était l'industrie à l'époque qui produisait ces appareils. Donc, alors, Motorola, en une semaine, a perdu 10% de ses actions. C'était 92-93. J'ai le grand privilège en tant que sénateur, quelqu'un qui fait des films, de chercher ces gens qui ont quelque chose à dire, ces gens, et je leur donne la parole. Je donne la parole à ces spécialistes. Comme ça, on ne peut pas m'attaquer moi. Mais ça, je vais en reparler plus tard, parce que c'est quand même arrivé. Donc, je commence avec une personne de Vienne. Après, on va en parler dans le film, vous allez le voir, un spécialiste du Washington State University, pour vous donner un peu l'impression de qui s'y sont. Et on va faire un voyage dans le temps vers le début de la téléphonie mobile. Voilà, est-ce que vous pouvez faire démarrer la vidéo? Au début, la technologie mobile était une technologie d'élite. Cela signifie qu'un très petit groupe de la population utilisait cette technologie seulement. Et c'est devenu presque du jour au lendemain une technologie de masse. Ce phénomène m'a pas seulement moi surpris, mais il a également surpris le monde économique. En effet, on s'attendait à un nombre infime de clients potentiels. Alors, aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui l'utilise. Il est étonnant que, bien que les micro-ondes soient utilisées pour la transmission, que les autorités américaines n'aient pas jugé nécessaire d'exiger du fabricant une évaluation des risques liés à cette technologie. Le pionnier de la téléphonie mobile, Motorola, a commercialisé les téléphones portables sans passer par les autorités de réglementation. Lorsque les premières études scientifiques sur les risques potentiels pour la santé ont été publiées au milieu des années 90, la situation est devenue inconfortable. Une équipe dirigée par le professeur Henry Lai de l'Université de Washington avait découvert des cassures de brins d'ADN lors d'expériences sur des animaux.
Le stade préliminaire du cancer était clairement visible au microscope électronique. La conclusion est que les champs d'ondes radio peuvent endommager l'ADN. Bien sûr, lorsque l'ADN est endommagé, la cellule tente de réparer les dommages, mais ce processus entraîne des erreurs qui conduisent à des mutations génétiques. Et cela peut bien sûr conduire au développement d'un cancer. Les conclusions scientifiques inquiétantes pour le premier fabricant de téléphones mobiles, Motorola, ont été présentées de manière favorable à l'industrie par des maîtres de la manipulation de l'agence de lobbying Burson Marsteller. Ils ont présenté à leurs clients Motorola le Wargame Memo, un document stratégique contenant des instructions sur la manière de minimiser l'importance de l'étude et de discréditer les scientifiques. Exactement. C'est un petit extrait de ce plan de guerre et ça va jusqu'à ce qu'ils disent. Les hommes qui trouvent quelque chose, ils doivent avoir un problème eux-mêmes. On remet en question ce qui est cette recherche, le sujet de la recherche, et nous devons faire nous-mêmes notre recherche. Et donc, ils ont acheté cet homme qui s'appelle Dr. George Carlo. C'était très intéressant au début parce qu'il avait écrit un livre en 1993. Il a été choisi par l'industrie et avec un budget de 25 à 35 millions. Il devait découvrir pendant 6 ans, il avait 6 ans, qu'il n'y avait pas de problème avec la téléphonie mobile. Et en fait, il était favorable à l'industrie. Donc, il avait 40 ans à l'époque. C'était un jeune chercheur qui avait de l'ambition, qui avait déjà fait ses recherches pour l'armée. Il avait étudié la médecine et il était juriste. Et ils ont misé sur le faux cheval, en fait. Parce que la première chose qu'il a trouvée, avec son WTA, Violence Technology Research, qu'est-ce qu'il a découvert? Que les gens qui ont un pacemaker, ils ont un problème lorsqu'ils ont un portable. C'était au milieu des années 90. Qu'est-ce qu'elle a fait l'industrie? Ils ont dit, maintenant les producteurs des pacemakers, ils ont demandé à ces producteurs de changer leur fabrication. Et lorsque tout ça est devenu public, lui aussi, il a reçu un problème. Il a dit, oui, ça c'est l'association des entreprises à Washington, CTIA, qui l'ont demandé de le faire. Et avec de l'argent de l'État, ils ont payé ces recherches. Et puis ils ont dit non, ça ne va pas comme ça. Et ils l'ont stoppé, mais c'est défendu. Et il a pu reprendre ses recherches. Et puis il a reçu, si on veut, jusqu'en 1999, il a continué à recevoir l'argent. Et à la fin de sa carrière, on a dit, on ne peut plus le soutenir. Et cet homme, j'ai pu faire sa connaissance. Et il était vraiment un représentant pour tout ce qui se passe derrière les coulisses de ces directives lobbyistes. Et c'est toujours valable aujourd'hui. Donc, il a été discrédité. Et chez lui, ça n'a pas marché qu'on l'a acheté. Chez d'autres, ça a marché. Et on fait tout pour le bien du client. Et après, ils mettent à des postes clés des personnes qui sont favorables pour l'industrie. Mais avec lui, ils n'avaient pas bien misé parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et c'est pour ça que, aussi moi, dans ma présentation, j'ai aussi l'OMS parce que l'OMS, ce nouveau phénomène de la téléphonie mobile et des conséquences qui en découlent, ils ne pouvaient pas le contourner. Et c'est pour ça qu'ils ont
fait un projet EMF. C'était le docteur Michael Rapachuli de l'Australie qui a dirigé tout ça. On l'a appelé à Genève et je l'ai visité parce que je l'avais remarqué et ça aussi je vais vous montrer dans un petit vidéo. S'il vous plaît, la prochaine vidéo. L'Australien Mike Rapacholi était considéré comme le témoin clé des détracteurs de la téléphonie mobile, car dans son étude publiée en 1995, il avait constaté une augmentation du développement du cancer chez des souris exposées aux ondes des téléphones portables. Cet homme siégeait désormais à l'OMS et remettait en question sa propre étude, se livrant, pour ainsi dire, à son propre wargaming. Mon étude portait sur des souris prédisposées au lymphome et nous avons découvert une croissance constante des lymphomes dus aux signaux des ondes radio. Nous avons ensuite passé 6 mois à essayer de comprendre ce que nous avions fait de travers, car nous ne pouvions tout simplement pas l'expliquer et nous ne pouvons pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, il a trouvé un problème, ce monsieur. Jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive toujours pas à comprendre d'où vient ce problème. Et donc, il dit, il n'y a pas de problème. Le langage utilisé a été uniformisé et imposé dans le monde entier. Nous n'avons aucune preuve que les téléphones portables ne sont pas sûrs. Sous la bannière de l'OMS, l'Australien a ensuite parcouru le monde entier de 1997 jusqu'à 2006 pour répandre cette bonne nouvelle, no problem. Rapacholi se sentait très en sécurité. Après tout, il était la voix officielle de l'OMS en matière de téléphonie mobile. Mais il a commis des erreurs. L'erreur, c'était l'argent. Les fonds provenant de l'industrie doivent être placés sur un compte séparé avant d'être remis à l'OMS. C'est ainsi que... Oui. Et c'est ainsi que ce brave homme a finalement été démasqué comme porte-parole et minimisateur payé par l'industrie. Il a ensuite pris sa retraite de l'OMS et travaille depuis dans les coulisses en tant que consultant industriel. En 2005, il a été révélé qu'il percevait 150 000 $ par an directement de l'industrie. Pendant son mandat de chef de projet à Genève, il avait fait du bon travail. Le secteur en pleine croissance de la téléphonie a conquis le monde à un rythme effréné. Il a fallu 12 ans pour atteindre le premier milliard de connexions mobiles dans le monde. Mais il a fallu seulement 3 ans pour atteindre 2 milliards de connexions et 2 ans pour atteindre 3 milliards de connexions. Et aujourd'hui, il y a plus de contrats de téléphonie mobile que d'habitants dans le monde occidental. Mission accomplie. Ouais. Voilà une petite excursion dans l'OMS, chez l'OMS. Cet homme voulait avoir le poste de George Carlo, mais entre-temps, il a été démasqué. Dieu merci. Mais voilà, il dit qu'il n'y a pas de problème. C'est bien sûr une opinion qui plaisait aux États qui sont pour les industries. Et on peut difficilement s'en débarrasser. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais il n'y a rien avec ces téléphones mobiles. Dans les médias, on nous dit autre chose. Ça, c'est la prochaine étape. La science est présentée faussement, les résultats sont manipulés. Et là, on va dans une histoire autrichienne. Là, ça a été financé par l'EU. Alors, ils ont ordonné une recherche. Alors, ils ont dit, oh, il faut lutter contre tous ceux qui donnent des fausses informations. Là aussi, j'ai préparé quelque chose sur le professeur Althofer qui, tout le monde a dit, mais il n'y a rien avec tout ça. Et il a dit, bon, alors on va chercher, on va trouver s'il y a un problème ou non pour notre santé avec ces portables. Je pense qu'on peut montrer le prochain film. Le professeur Franz Adlerhofer
allait être la prochaine victime célèbre du Wargame. Avec un total de 12 groupes de chercheurs issus de 7 pays, il avait coordonné une étude dite Reflex, financée par l'UE. Une équipe dirigée par le professeur Hugo Rüdiger n'avait fourni aucun résultat acceptable pour l'industrie depuis les laboratoires d'université. Nous avons démontré sur la base des données Reflex que les champs électromagnétiques à haute fréquence peuvent endommager les gènes. Nous ne pouvons plus être sûrs qu'il n'y ait pas de dommages qui mettent en danger la santé des utilisateurs des téléphones portables. Nous ne pouvons actuellement pas exclure que dans 10 ou 20 ans, la fréquence des tumeurs cérébrales augmente considérablement. Prenons dès maintenant au sérieux les indications relatives aux champs électromagnétiques et n'attendons pas 40 ans pour voir si quelque chose se passe. L'organisme d'assurance accident AUVA de Vienne s'est montré préoccupé par les résultats de l'étude Reflex et a également souhaité commander une réplique à l'Université de Vienne. Il était désormais urgent de mettre en place une stratégie de guerre. En 2008, le célèbre magazine allemand Der Spiegel a accusé le professeur Rüdiger, aujourd'hui il est à la retraite, de falsification. La photo et le titre suggéraient une liaison entre le professeur et une laborantine. Le prétendu scandale de falsification a été révélé par un biologiste de Brême, considéré comme favorable à l'industrie. Selon le Spiegel, les résultats de l'étude, notamment les cassures de brins d'ADN, n'étaient que le fruit de l'imagination du laboratine qui idolâtrait son professeur. Du jour au lendemain, les scientifiques et leurs travaux ont été discrédités. Ouais, c'est comme ça que fonctionne le wargaming. On a des invités autrichiens, j'ai entendu. Un panneau, j'ai une headline d'un article et une journaliste, Tina Goebel, journaliste scientifique. Elle a analysé, elle a fait des recherches sur ce scandale de Reflex. Elle a pas d'une falsification, mais qu'il y a une pression de l'extérieur avec cette laborantine, qui est une liaison avec le professeur, etc. C'est une action mise en scène et démarrée avec un lobbyiste, par un lobbyiste de Brême qui est influencé, qui est favorable aux industries. Donc, cette pollution électromagnétique chez cette collègue journaliste a eu des conséquences dans d'autres dimensions. Et donc, je lui ai posé des questions. Un effet secondaire non négligeable du wargaming stratégique est l'intimidation. Qui voudrait se frotter à une industrie surpuissante et riche? Simplement parce qu'un risque pour la santé a éventuellement été découvert. Je connais également des chercheurs qui étaient vraiment impliqués dans ce domaine et qui ont déclaré ne plus jamais vouloir faire des recherches sur les ondes des téléphonies portables, car si je découvre que quelque chose est nocif pour la santé, alors cette lobby, elle me détruira. Il existe donc déjà des inquiétudes de la part des scientifiques qui ne veulent tout simplement plus toucher à cette recherche. C'est devenu comme un sujet brûlant, car ils ont peur d'être détruits, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi en partie sur le plan personnel, comme c'était le cas à Vienne. En effet, depuis le mémo sur le Wargame de 1994, un schéma se dessine. Tous les scientifiques qui ont trouvé un problème avec les ondes micro-ondes de nos téléphones portables et nos smartphones ont eu ensuite eux-mêmes des problèmes. Les stratégies du wargaming sont encore présentes aujourd'hui. À Vienne aussi, il reste un goût amer. Même si l'instigateur de la prétendue falsification a entre-temps été condamné par la justice et que les travaux scientifiques de ces chercheurs viennois ont été confirmés au niveau international. Le scandale de la recherche viennoise était une réaction de ce que j'appellerais un lobbyiste allemand. Il a lancé des accusations.
Il a d'abord déclenché une polémique académique, puis une polémique très profonde. Tout cela pour discréditer et faire disparaître certains résultats de recherche. 7 ans plus tard, je peux affirmer avec une bonne conscience que l'homme a été condamné. Il s'agit d'une grave diffamation. Les accusations ont été totalement réfutées. Et à tous ceux qui ont gardé à l'esprit que quelque chose n'allait pas, on peut leur dire aujourd'hui, tout est en ordre. Nous continuons à suivre ces données. Nous venons de déterminer le projet qui fait suite à celui-ci. Nous avons pu confirmer et approfondir les résultats du premier grand projet. Ce n'est pas seulement que dans certaines cellules sensibles, l'ADN se brise. Nous savons aujourd'hui pourquoi elle se brise. Nous pouvons décrire le mécanisme cellulaire qui se cache derrière ce phénomène. D'un point de vue scientifique, il s'agit d'une découverte importante qui permet d'expliquer les faits de manière plausible. En Autriche, le wargaming constitue donc à interpréter de manière malveillante et à déformer les faits, comme ici dans l'étude AUVA menée par le professeur Mosgeler et réalisée par l'association industrielle FMK de Vienne. Le schéma de l'interprétation délibérément erronée est alors volontiers poussé à l'extrême. Par exemple, lorsque le journal médical autrichien Ärzteblatt publie de fausses informations qui, à y regarder de plus près, s'avère être de la publicité payante. Mais de plus en plus, les maîtres de la manipulation commencent à être coincés. Voilà, ce sont des choses qu'on découvre quand on regarde pour la deuxième fois, parce que le consommateur normal ne le réalise pas, que là, il y a une publicité qui a été achetée. Mais c'est comme ça qu'ils travaillent. Ça, c'est de la pollution électromagnétique. Après, il y a encore quelque chose qui s'est rajouté, c'est que l'Agence internationale de recherche sur le cancer, le IARC, affiliée à l'OMS, elle est basée à Lyon, en France. Elle a rendu publique une catégorie pour ces ondes en 2011. Elle les a mis dans la catégorie 2B et ça a été publié. Et l'homme qui a déclenché le scandale viennois n'a pas été admis au sein du comité d'experts, motif trop proche de l'industrie. La même s'est répandue ouvertement. Mais l'industrie tente bien sûr de minimiser cette classification de 2B. Mais d'autres études sont venues confirmer les soupçons de risques cancérigènes. Il y a eu 2 grandes recherches, une fois en Amérique et une fois à Bologne en Italie. Et le prochain petit extrait de film que j'ai choisi pour vous, pour que tout ça soit plus explicite, il vous montre l'étude et comment on est contre ces études, comment il y a un combat contre ces études. C'est à nouveau le magazine spécialisé Microwave News qui a été le premier à parler de l'étude du NTP et qui a rappelé que des cassures de brins d'ADN avaient déjà été découvertes il y a plus de 20 ans. L'un des coordinateurs de l'étude du NTP tire la sonnette d'alarme et réclame des mesures immédiates. En raison de l'utilisation généralisée des téléphones portables, même un risque légèrement accru aurait des conséquences graves sur la santé. Dans l'intervalle, les autorités sanitaires publiques devraient promouvoir des mesures de précaution, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes. En effet, le risque pourrait être plus élevé chez les enfants en raison de la plus forte pénétration et de la sensibilité accrue du cerveau en train de se développer. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Nous ne devrions plus supposer que les technologies sans fil actuelles ou futures, y compris la 5G, sont sûres sans avoir fait l'objet de tests appropriés. Ne pas les tester serait contraire à l'éthique.
à peu près au même moment que l'étude du NTP, une étude à long terme sur des rats et des souris, a été menée à Bologne en Italie. Elle a également débuté en 2005 et a mis en évidence des indices sérieux de développement de tumeurs rares dues au rayonnement de la téléphonie mobile. Comme on pouvait s'y attendre, les deux études font désormais l'objet d'attaques massives. L'association de lobby ICNIRP tente à nouveau de minimiser les résultats, affirme qu'ils ont été coordonnés entre eux. La directrice de l'étude italienne voit les choses ainsi. La seule chose que nous avons en commun, c'est le fait que les études sont indépendantes. Et c'est très important. Nous avons obtenu les mêmes résultats. Et je dis que ce n'était pas un hasard. Et à nouveau, ils nous ont accusés de publier des résultats qui pourraient mettre en danger la stabilité de notre société. Ils disent, nous sommes si heureux d'avoir tous ces appareils. Et maintenant, nous sémons la peur parmi la population. Non, nous ne voulons pas semer la peur. Je veux inciter l'industrie à agir au service de la société. Car normalement, c'est nous, les consommateurs, qui sommes au service de la société. Et j'aimerais changer ce paradigme. Mais la responsabilité de ce changement ne m'incombe pas. Il s'avère que les tests sur les animaux fournissent également des indications aussi claires que cela semble être le cas d'après les premiers rapports. Il n'y a pas d'autre possibilité que le classement dans le groupe 1. Sinon, cela serait contraire aux critères de l'IHC. Dans ces conditions, une classification dans le groupe 1, c'est-à-dire cancérigène pour l'homme, serait inévitable. Ouais, ça c'est l'avis d'experts. Et derrière la coulisse, bien sûr, il y a aussi d'autres études qui de plus en plus donnent un fondement à tout ça. Mais la question, elle est, comment nous, les consommateurs, nous sommes confrontés à cela? Est-ce que nous savons ce que ces études veulent nous dire? Non. Les médias jouent un rôle important également ici. Nous avons un double jeu avec l'industrie. Ils font un double jeu avec l'industrie. La même chose par rapport avec le sujet de la téléphonie mobile. La même chose comme c'était le cas avec Covid, avec les files de RKI. Et aussi cette association qui est pour la protection contre les ondes. C'est la même chose, toujours. Ils protègent le rayonnement, mais ils ne protègent pas les consommateurs. Et nous venons d'entendre que l'ICNIRP, c'est la Commission internationale de protection contre les rayonnements ionisants. C'est l'organisation qui, sur un plan international, fait à ce que le rayonnement fonctionne pour le consommateur. Où est situé l'ICNIRP? Il est à l'Office fédéral allemand de protection contre le rayonnement. Elle se trouve à Munich. Ils sont payés par le contribuable allemand. C'est un groupe libre de lobbying. Ils sont privés. C'est deux députés européens qui ont mis ça en évidence. L'une, c'est Michel Rivasi. Et l'autre, c'est un Allemand, le professeur en physique, Klaus Buchner. Ensemble, ils ont récolté ces informations et dans tout ce groupe de ICNIRP, ils ont pu dévoiler ce conflit d'intérêts. Et il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont sur des postes clés, qui protègent l'industrie et pas le consommateur. Et ça, c'est la base du problème. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas tous vraiment informés. Et pour ça, il est important qu'il y ait des organisations comme celle-ci et des possibilités comme ici pour mettre la vérité à la lumière, parce que ça ne peut pas se faire autrement. Nous avons besoin d'une nouvelle perception des choses et qu'on voit les faits réels. Et comme j'ai dit,
c'est très oppressant. Le prochain panneau, c'est l'étude STOA. Dr. Fiorella Belpoggi elle a eu la direction de faire cette expérience, de faire ces recherches. Donc, elle est vraiment le témoin parce que, à la demande du Parlement européen, elle est comme le numéro 1 dans la recherche sur le cancer. Et pour ça, c'est justement elle qui a reçu la mission de faire cette étude STOA par le Parlement européen. On parle des conséquences techniques et quels étaient les résultats de cette recherche. C'est donc on cherchait l'évaluation des conséquences technologiques. Donc, bon, la téléphonie mobile, tout le monde est intéressé, c'est un grand hype en ce moment. Et donc, les effets ne sont pas seulement là depuis le 5G. Donc, elle a fait ses recherches sur la 5G. Hein. Mais je veux un peu résumer le contenu avant que je laisse parler le professeur Paul. Ils ont les principales conclusions, ils tiennent compte de 800 études existantes. Ils disent, après ces 800 études, ils disent arrêt immédiat du déploiement de cette technique et informer la population. Mais ça, ce serait important. Et tout ça, on le met en dessous du tapis, on le cache. Et ça, c'est le résultat d'un wargame. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce chercheur américain, monsieur Dr. Martin Paul, et j'aimerais que vous écoutiez ce qu'il dit. Nous devons réexaminer tout cela à la lumière de nos connaissances, c'est-à-dire en sachant que les ondes radio peuvent avoir des effets massifs sur le cerveau et le système nerveux, qu'elles peuvent endommager l'ADN de nos cellules, qu'elles provoquent un stress oxydatif lié à un grand nombre de maladies chroniques, que ces ondes provoquent des réactions hormonales et peuvent également avoir des effets sur la reproduction, qui, à leur tour, à nouveau, peuvent causer des dommages dévastateurs. Et je prédis que la 5G aggravera tous ces effets. Et puis, il y a le cancer, qui est bien sûr un énorme problème. Au vu de tous ces faits, la 5G est particulièrement effrayante. Or, comme vous le savez peut-être, il est prévu d'installer plusieurs millions de ces nouvelles antennes sans avoir effectué le moindre test de sécurité biologique. C'est complètement fou. Oui. À travers les recherches qui montrent les mêmes schémas, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, sur une voie juridique de la loi, on peut faire quelque chose? En Amérique, il y a ces cas de tumeurs cérébrales et ça fait, l'année prochaine, ce sera 25 ans qu'ils sont en train de lutter là-dedans. Donc, il y a constamment des nouveaux juges, on échange les juges, on dit « Oh, celui-là, il a pris parti », alors on l'enlève. Après, à nouveau, 10 000 nouvelles pages pour le nouveau juge qui vient, 10 000 pages provenant de l'industrie. L'industrie a 40 cabinets d'avocats pour se défendre. Et maintenant, c'est la 25e année de jubilé dans ce combat. C'est fou. Il faudrait organiser autrement la protection du consommateur. Et on a à nouveau la même chose. Ce qu'on a vu chez les autres conférenciers, ce qui s'est présenté concernant l'OMS, le consommateur
il est lésé. Alors, j'ai réfléchi avec d'autres personnes, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan juridique? Alors, on a fait une étude sur la téléphonie mobile. On a réussi à rassembler l'argent pour que les gens les plus spécialisés qui ont la compétence sur ces sujets, de les mettre ensemble. Et on a fait une étude qui s'appelle ATEM 3. Je vais un peu lire. Quels sont les résultats? On a fait des recherches sur les personnes qui habitent proches d'une telle station de diffusion d'ondes. Est-ce qu'il y a une différence avec d'autres? Quels sont les résultats, etc. Je vais juste lire un peu de ce protocole. Donc, ces recherches ont montré une différence significative entre les personnes qui sont dans un domaine où il y a des antennes et d'autres qui sont moins exposées. Donc, il y a une différence. Le rythme du cœur, l'analyse montre des indications que pendant la journée, il n'y a pas de différence qu'on peut mesurer, mais pendant la nuit, toutes ces expositions aux ondes, pendant lesquelles les gens ils se reposent, ils diminuent la fonction pour se rétablir pendant la nuit. L'analyse des chromosomes du sang montre que l'exposition cause des effets dans l'ADN et ça donne des dégâts pour les chromosomes. Statistiquement, il y a des changements importants par rapport à ceux qui sont exposés à des champs électromagnétiques très élevés et l'autre. Et sans égard, on construit de telles antennes partout et maintenant nous sommes en train de distribuer ces résultats. Mais notre juriste, la tête, il est beaucoup malade, comme Lazare le veut. Et on est en train de chercher une autre équipe d'avocats, de groupe d'avocats, pour coordonner entre la Suisse, l'Allemagne, etc. Donc, il y a des possibilités. C'est possible de faire quelque chose. Mais on a besoin aussi dans ce domaine un changement de paradigme. Encore une histoire personnelle qui me concerne. Est-ce que j'ai encore le temps? Je peux encore parler? Voilà. Donc, mon dernier film, je n'avais pas encore terminé lorsqu'on m'a demandé de le montrer à Bruxelles devant le Parlement européen. Il a été à 80% terminé. Donc, j'ai parlé de ces gens, on a parlé de Michel Rivasi, de Klaus Buchner, tous ceux qui ont dévoilé les histoires de l'ICNIRP, comment ils étaient favorables pour l'industrie, au lieu cette industrie devrait nous protéger, les consommateurs. Voilà. Donc, on avait un physicien de la physique quantique. Il parlait de la technique de la lumière et on était invités, nous aussi, à venir au Parlement européen. Alors, je me suis dit, oui, super, c'est un grand honneur. Mon film est presque terminé, je vais l'emmener et leur montrer. Et c'était très impressionnant. Mais 2 semaines plus tard, Michel Rivasi, 2 semaines plus tard, elle était morte. Ça a aussi un goût amer. Il me reste un goût amer par rapport à ça. Et puis, moi, j'ai expérimenté le wargaming contre moi, mais pas de la part de la politique, mais de mes propres rangs, dans mes propres rangs, dans des organisations de protection des consommateurs basées à Stuttgart. Elles ont vu qu'il y avait un nouveau film de moi. Et nous, en tant que protection des consommateurs, ils ont dit, il ne nous a pas respectés, ça ne peut pas être bien, il est fier, etc. Et alors, de mes propres rangs, on m'a fait un reproche en disant, mais on a vu que toi, tu as fait de la publicité pour une firme technique de Rosenheim, sûrement que tu reçois de l'argent d'eux, qui te sponsor. Non,
Je connais en effet, je n'ai jamais avec mes films, je signe pas avec mon nom. J'ai des firmes pour... ils ont essayé de me discréditer alors que je fais jamais ça. Ils ont essayé aussi que ce film qui a été produit avec des dons, de l'annuler, de le stopper. Alors j'ai eu une autre représentation à Zurich, en Suisse, de mon film. Je pouvais le montrer, le diffuser. Et nous, les organisations suisses, on était tous, il y en avait beaucoup qui étaient là, qui m'ont dit « Ça, c'est tellement important ce que tu as fait là ». Et nous sommes ici aussi en train de faire quelque chose contre ces antennes de téléphonie mobile. Il y a 2 hommes qui m'ont parlé. Il y a cette organisation VIR et il y avait Daniel Hauptstadt. Et eux, ils sont justement en train, sur le plan juridique, de se défendre et de s'opposer à cette construction d'antennes. Et il a dit, viens, on se met ensemble et on fait quelque chose ensemble. Et je dois dire honnêtement, ce dilemme digital, il s'appelle comme ça le film, ou le dilemme numérique, il y a 1 an, on l'a montré, et les amis de la Suisse, je n'ai encore jamais expérimenté ça. Ils ont fait un grand truc et entre-temps, on a 4 versions de ce film. Vous pouvez même le voir en français, anglais, italien et anglais. Vous pouvez le voir, c'est gratuit. C'est un film documentaire de 90 minutes. C'est merveilleux. Comme l'âme de ces vieux fédéraux suisses là sont ensemble. Les confrères fédéraux de la Suisse, ils ont tout de suite agi. Et puis est venu le prochain coup. On m'a dit que moi j'étais l'ambassadeur d'une firme technique. Et maintenant, le prochain titre, je suis en relation avec les nazis. Alors, soyez les bienvenus dans le club, on me dit. C'est incroyable. Mais ça vient des propres rangs, ça vient. Et ça, c'est vraiment grave. Et on devrait essayer de cumuler nos forces. Et donc, un grand merci à ceux qui ont organisé cette conférence, à la famille et aux amis. Et j'espère que ce que j'ai dit peut vous servir d'une manière ou d'une autre. Un grand merci vraiment. Ici, je vais faire un appel maintenant. Mais je veux faire un appel pour toute la terre. Vous les avocats, vous les juges, vous les parquets, vous filles, voyez la vérité. Soutenez cet homme-ci et soutenez-le sans demander l'argent. Parce qu'ici, personne ne reçoit de l'argent. Tout ce que nous faisons le soir, quand nous revenons de notre travail, nous le faisons pendant nos vacances. Tout ça, ça coûte énormément d'argent de faire un film comme il l'a fait. Toutes ces connaissances qu'il a. Je vous conjure, vous les avocats, vous les juges, vous êtes vraiment au front maintenant. C'est vous qui êtes demandé. Maintenant, vous mettez à la brèche. Ah, que nous, les laïcs, qui ne sont pas au courant de tout ça, nous, on doit continuer. Mais vraiment, joignez-vous à M. Brunner. Et aussi ici, joignez-vous à M. Scheidegger. Donnez tout ce que vous pouvez pour que ces choses, maintenant, elles puissent être mises à la lumière. Regardez le film de M. Scheidegger. Maintenant, je voudrais vous attirer votre attention sur un film avec le même sujet qui aujourd'hui va être diffusé sur CLA TV et en beaucoup de langues il est diffusé sur une documentation très alarmante, c'est-à-dire sur Stockholm. Stockholm est un pionnier de la 5G. Et est considéré comme la grande ville offrant la meilleure expérience 5G. Mais dans ce documentaire, ce sont les gens qui s'expriment. C'est une image d'horreur, je vous dis. C'était une douleur extrême que je n'avais jamais ressentie auparavant dans ma vie. C'était
la douleur la plus forte que j'ai jamais éprouvée. Et cela s'est produit plusieurs fois. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai donc cherché des liens et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette antenne. C'est dangereux. Je dois partir d'ici. Oui, des personnes sont tombées malades en quelques jours. Tachycardie, maux de tête, troubles de sommeil, épuisement, perte de mémoire, on a tout entendu. Ils appellent à l'aide qui vient de par la Suède. Je voudrais revenir au début de cette conférence. Chacun peut apporter sa petite contribution et ensemble, tout devient possible. Nous pouvons, par exemple, diffuser cet appel à l'aide de ces gens ou alors diffuser les films de ce Scheidsteiger. Parce qu'ici, il y a des gens qui se battent pour la vie. Ils doivent fuir leur domicile à cause des rayonnements mortels. Et le même sort nous attend si nous ne mettons pas fin à cette folie. Donc, je vous dis, diffusons donc ces documentaires importants. Et puis, je vais encore rappeler quelque chose. Papa l'a dit avant, on fait tout bénévolement, on fait tout pendant notre temps libre. Je vais vous inviter, vous tous les invités qui sont là, si vous êtes là la première fois ou non, mercredi prochain, nous proposerons à nouveau des actions participatives. Vous pouvez contribuer en ligne. Vous pouvez aider à diffuser. Par exemple, un groupe va diffuser ces documentaires. On va les envoyer à tous les gens possibles. On a des stratégies, on fait des choses. Tout ce qu'on peut faire, on le fait parce que c'est tellement censuré. Mais on va aussi mercredi sauvegarder des sources, etc. On va faire des recherches mercredi à différents groupes. Vous pouvez vous informer sur www.kla.tv/mitwirken. Là, il y a différents groupes. Notez-les. Voilà. Et regardez où vous pouvez participer. Ceux qui vous parlent. Vous pouvez aussi tout de suite demander les gens qui vous ont invité. Ils peuvent tout vous expliquer. Et là, chacun peut participer, donner sa petite part. Et si vous prenez contact, alors vous recevrez aussi les données pour participer. Il y a des gens de l'Afrique qui participent, au Burundi et à la Côte d'Ivoire aussi. Et au Niger, oui, de différentes régions, ils sont là, du Togo aussi. Donc, les équipes se réjouissent de vous voir, de votre aide, pour votre aide. C'est ainsi que nous pouvons agir concrètement contre ces abus. Il y a un groupe d'énormes abus qui se font. Voilà, les prochaines soirées de collaboration auront lieu, parce qu'on le fait tous les 2 semaines. Alors, la prochaine, c'est le 30 juillet, le 14 août et le 27 août, toujours à 19 h, heure de Paris, heure d'Europe. Donc, nous nous réjouissons de vous rencontrer.